Monsieur Jean Petitot, tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté de revenir donc une troisième fois. Cette fois-ci, donc, notre entretien tournera surtout autour des questions de l'épistémologie, de l'épistémologie des modèles mathématiques et des philosophies des sciences. Je rappelle donc, lors du premier entretien, nous avons donc fait votre parcours intellectuel et scientifique. Dans le deuxième entretien, nous sommes occupés surtout des questions de sciences cognitives et des modèles morphodynamiques. Ce troisième entretien donc, est consacré à l'épistémologie des modèles mathématiques et des sciences, et nous allons encore avoir un quatrième entretien qui sera plus particulièrement consacré à vos recherches en sémiotique. Donc, si vous permettez, j'aimerais bien donc revenir sur un point dans votre biographie. Vous étiez donc élève de l'école polytechnique et vous avez surtout ce que vous avez, je rappelle le premier entretien, vous avez dit, enfin, vous avez travaillé dans un laboratoire ou avec des mathématiciens purs et dans un groupe de recherche mathématiques pures, Laurent Schwartz et autres. Et donc ma question est, comment ça se fait que vous, en tant que polytechnicien, mathématicien pur, travaillant sur des questions mathématiques extrêmement pointilleuses, très précises, comment est-ce que vous avez pu effectuer ce passage vers donc, une mathématique pure, ou mathématique appliquée, et plus particulièrement ce qui était au moins dans les années 70 très novateur, enfin, vers les sciences humaines. Oui, eh bien, merci d'abord de m'avoir invité à nouveau, enfin, pour que nous puissions parler c'est un honneur et un plaisir pour nous. De ces problèmes. Alors, effectivement, comme je l'avais déjà dit au cours du premier entretien, j'ai commencé ma carrière de chercheur en mathématiques pures. Alors, c'était lié à un intérêt qui existait déjà. J'avais découvert les maths pures, disons de haut niveau, dès les classes préparatoires. Je m'y intéressais passionnément, donc j'avais déjà appris tout seul un certain nombre de choses. J'avais appris tout seul un certain nombre d'applications à la physique, donc j'étais passionné par ça. Et quand je suis rentré à l'école polytechnique, j'ai eu, avec un certain nombre de mes camarades, nombreux camarades, la chance extraordinaire d'avoir Laurent Schwartz comme professeur. Alors Laurent Schwartz, non seulement c'est un des plus grands mathématiciens du XXe siècle, mais c'était une personnalité absolument inouïe et qui possédait un charisme exceptionnel. Et donc il a formé des générations de jeunes mathématiciens en les enthousiasmant à la fois pour les contenus techniques et pour le type de recherche que représentent les mathématiques, et presque le type de, je dirais, d'idéal, de conception de la vie, d'engagement intellectuel que représentent les mathématiques. Alors, il se trouve qu'à cette époque, en plus, Laurent Schwartz était arrivé à la conclusion qu'il était anormal qu'il n'y ait que l'école normale qui forme des chercheurs et que l'école polytechnique ne forme que des grands commis de l'État ou des ingénieurs ou des futurs décideurs dans le domaine économique, industriel, etc. Et il était arrivé à la conclusion qu'il fallait absolument que, en plus des débouchés naturels de l'école polytechnique, il y ait un débouché recherche. Donc, exactement au moment où je suis rentré à l'école polytechnique, s'est mis en place ce que l'on appelait la botte recherche. Ce qu'on appelle la botte à l'école polytechnique, c'est de choisir à la sortie de l'école un corps de l'État. Et donc là, l'idée, c'était de rajouter au corps de l'État, comme l'école des mines, l'école des ponts, etc., la possibilité de donner 10 ans à l'État pour faire une thèse et de la recherche, en échange du remboursement des études. Et lorsque cette botte s'est mise en place, un certain nombre de laboratoires ont commencé à se construire à l'école polytechnique.
Laurent Schwartz a ouvert, a créé un laboratoire de mathématiques pures. Il l'a créé pour la promotion juste avant la mienne, la promotion 64. Moi, je suis de la promotion 65. Et donc, avec les quelques camarades de la 64, un certain nombre de camarades de ma promotion, j'étais d'ailleurs responsable de ma promotion pour la recherche, plus un certain nombre de camarades des promotions 65-66, nous avons créé le centre de mathématiques comme chercheurs. Nous avons été les premiers chercheurs. Alors ça a été une véritable aventure intellectuelle, tout était à faire. Nous avions l'enthousiasme de la jeunesse et nous avons mis en place un certain nombre de thèmes de recherche. Et avec un certain nombre d'autres camarades, qui eux, pour la plupart, ont continué en mathématiques pures, on a décidé de développer un thème qui était celui de la théorie des singularités. Il y avait des thèmes autour de l'analyse. Vous savez que Laurent Schwartz est un grand créateur de l'analyse moderne, entre autres avec la théorie des distributions. Donc l'analyse et la théorie des distributions étaient évidemment très bien représentées. Il y avait aussi un groupe d'arithmétique, de théorie des nombres qui s'est constitué. Et puis ce groupe de théorie des singularités et géométrie. À la fois géométrie algébrique et géométrie différentielle. Et surtout singularité en géométrie algébrique. Et alors là, j'ai eu une seconde chance absolument exceptionnelle. C'est que comme il fallait lancer la jeune équipe, Laurent Schwartz a invité pour un long séjour de au moins 2 ans, peut-être 3 ans, un jeune, il va avoir une quarantaine d'années, disons, un jeune mathématicien japonais qui s'appelle Haizuke Hironaka et qui a sans doute été le plus grand mathématicien, enfin il est toujours vivant, mais qui a sans doute été le plus grand mathématicien japonais en géométrie algébrique de sa génération, qui est une personnalité absolument considérable et qui était en train de démontrer un théorème d'une difficulté inouïe, qu'on appelle le théorème de désingularisation, qui lui a valu la médaille Fields, et il a rédigé la forme finale de ce théorème avec notre groupe. Donc, comme jeune chercheur, avec mes camarades, on a eu la chance exceptionnelle de participer à un événement d'une importance considérable. Et donc, pendant des mois, Haizuke Hironaka nous a exposé ses idées et on a appris la géométrie algébrique de haut niveau et la théorie des singularités de haut niveau en travaillant avec un mathématicien de génie qui était en train de démontrer un des plus grands théorèmes du XXe siècle. Et puis par ailleurs, j'ai eu aussi la chance, parce que c'est vraiment une chance de pouvoir travailler avec d'authentiques génies quand on est jeune, j'ai aussi eu la chance de pouvoir travailler avec un autre mathématicien immense, qui était René Thom, parce que René Thom était le grand spécialiste de la théorie des singularités en géométrie différentielle. Donc, comme je faisais des singularités en géométrie algébrique, tout naturellement, il y avait des liens extrêmement profonds avec ce que faisait René Thom en géométrie différentielle. Donc, j'ai pris contact avec René Thom, j'ai suivi les séminaires de mathématiques de René Thom à l'Institut des hautes études scientifiques. Et par ailleurs, à l'Institut des hautes études scientifiques, il y avait un groupe qui est devenu un groupe totalement mythique, et qui était le groupe d'Alexandre Grothendieck, le grand groupe de géométrie algébrique, donc qui était dirigé par Alexandre Grothendieck, qui lui-même, bien que apatride et étant arrivé tardivement en France,
lorsqu'il était arrivé en France, était allé voir Laurent Schwartz, qui lui avait donné le sujet de sa thèse. Il avait fait une thèse très remarquée sur ce qu'on appelle les espaces nucléaires. Et après, il s'était lancé dans la géométrie algébrique. Il avait créé, entre autres avec Jean Dieudonné, un séminaire de géométrie algébrique qui était devenu la référence mondiale. Jean Dieudonné a rédigé ce séminaire et c'est devenu une des grandes bibles de la géométrie algébrique du XXe siècle, ce qu'on appelle les éléments de géométrie algébrique, qui sont parus aux presses universitaires de France, enfin, édition IHES, Institut des hautes études scientifiques. Et donc, je me suis mis aussi à suivre les séminaires de Grothendieck en géométrie algébrique, avec tous mes camarades. Hironaka lui-même était très lié à ce groupe. Et donc, pendant des années, j'ai vécu entre Aizuke Hironaka, René Thom et le groupe d'Alexandre Grothendieck. Alors ça m'a marqué à vie. Ça a été une expérience qui a été déterminante. Non seulement parce que c'était passionnant, non seulement parce que c'était enthousiasmant de participer à la recherche en train de se faire à ce niveau-là, mais aussi parce que la communauté mathématique est une communauté très exceptionnelle sur le plan humain et sur le plan intersubjectif. Il y a une qualité de l'intersubjectivité dans la communauté mathématique que je n'ai jamais retrouvée dans les autres milieux. Et ça, c'est lié au fait, c'est un peu, je pense, la même chose dans les milieux de grands interprètes, par exemple, en musique, enfin, ce genre de milieu. C'est-à-dire qu'il y a un tel rapport à la fois d'humilité, de passion, de vocation à l'objet, que les gens, quels que soient les problèmes personnels qu'il puisse y avoir, se réfèrent toujours à l'objet qu'ils considèrent comme un peu transcendant. Et ce qui fait que c'est des milieux incroyablement plus honnêtes et plus riches sur le plan intersubjectif que tous les autres que je puis connaître. Alors, comme je l'ai expliqué lors de mon premier entretien avec vous, ce qui m'a fait passer vers les sciences humaines, c'est deux choses. D'une part, j'avais un intérêt personnel pour les sciences humaines, un intérêt personnel, privé. Enfin, je suivais les cours de Lévi-Strauss au Collège de France personnellement, parce que ça m'intéressait. Et j'avais gardé des liens très étroits, après ma sortie de Polytechnique, avec mon professeur de sciences humaines, qui était Charles Morazet. Et le second facteur, ça a été les idées introduites par René Thom. René Thom, à la fin des années 60, donc pendant que j'étais en train de travailler en théorie des singularités, entre autres avec lui, a lancé ces idées tout à fait révolutionnaires, consistant à dire que la théorie des singularités et toute la géométrie différentielle et la géométrie algébrique qui va avec pouvaient fournir les premiers outils mathématiques sérieux pour formaliser le structuralisme. Et là, le structuralisme pour René Thom, c'était Roman Jakobson. René Thom a très bien connu Roman Jakobson à cette époque-là et après. Roman Jakobson a en quelque sorte soutenu René Thom dans les milieux de linguistique et les milieux structuralistes en général. Il a été son parrain en quelque sorte. Et il se trouve que moi je m'intéressais passionnément à Lévi-Strauss et à Jakobson.
Donc, pour moi, il y a eu une convergence extraordinaire. Donc, comme je vous l'ai déjà expliqué, j'ai immédiatement écrit à René Thom pour lui dire que j'avais envie de travailler avec lui là-dessus. Plus tard, René m'a dit que j'ai été le premier, en fait, à lui écrire. Donc, il estimait que j'ai été son premier disciple dans ce domaine. Et c'est devenu après un choix institutionnel à travers Charles Morazet. C'est-à-dire que j'en ai parlé à Charles Morazet, qui m'a dit, mais vous savez, si vous voulez faire ce genre de mathématiques appliquées aux sciences humaines, nous, à l'école des hautes études, qui était à l'époque encore école pratique des hautes études 6e section, nous avons besoin de profils comme le vôtre. Venez, nous sommes prêts à vous accueillir. Il m'a mis en contact avec Georges Guilbault et Marc Darbu du CAMS, le Centre de mathématiques de l'école. Et il y a eu un moment où j'ai hésité, j'ai discuté avec Laurent Schwartz, qui, je me souviens, m'a très fortement déconseillé de quitter les mathématiques pour les sciences humaines. J'en avais discuté avec René Thom, qui m'avait dit que c'était risqué, mais qu'en même temps, il y avait sans doute beaucoup de choses à faire. Donc j'ai longuement hésité, et puis à un certain moment, j'ai choisi. Et j'ai donc quitté le CNRS, parce que j'étais rentré au CNRS comme mathématicien. J'ai quitté le CNRS et j'ai été nommé chef de travaux, comme on disait à l'époque, à l'école pratique de hautes études, qui est devenue le HESS. Alors, comme je vous l'ai déjà expliqué, je pense que j'ai eu tort sur le plan institutionnel, c'est-à-dire que j'aurais dû rester au CNRS et intégrer le centre de mathématiques, mais en restant chercheur au CNRS. Mais enfin, on ne peut pas refaire les vies, mais je ne regrette absolument pas d'être passé du côté des sciences humaines. Ce que je regrette, là aussi nous en avions déjà parlé, ce que je regrette, c'est que cette orientation très sciences dures en sciences humaines, qui était très 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 fortement soutenue à l'époque, en particulier par Grodel, s'est un peu étiolée progressivement, et les sciences humaines actuelles ont pratiquement renoncé à leur vocation scientifique dure, et tous les progrès qui sont considérables, qui ont été faits dans ce genre de direction, se passent ailleurs. Maintenant, se développent dans d'autres institutions. Et ça, je trouve que c'est extrêmement dommage. Mais voilà un petit peu comment je suis passé des maths pures aux mathématiques appliquées et appliquées aux sciences humaines. Mais j'aimerais ajouter que, d'abord, j'ai toujours maintenu un lien fondamental, déterminant avec les mathématiques pures, même si ce n'est pas mon métier de démontrer des théorèmes. Je reste dans un ambiance de mathématiques pures. Et d'autre part, ces années passées dans les mathématiques pures ont constitué chez moi un idéal scientifique, et cet idéal scientifique est toujours le mien. C'est toujours ce type d'idéal que j'essaye de développer dans d'autres domaines. Petite question du président. Donc, votre passage aux sciences humaines a été, si j'ai bien compris, surtout déterminé par une certaine vision, un certain type d'approche en sciences humaines. C'était pas un passage qui était déterminé davantage par des objets auxquels vous êtes particulièrement intéressé, mais c'est surtout une certaine approche structuraliste et vistrossienne. Oui, mais ça correspondait à des objets très précis. C'est-à-dire, c'était les méthodes structurales appliquées à un certain nombre de domaines. Je m'étais en particulier beaucoup intéressé aux problèmes de perception, par exemple, aux problèmes de narrativité, de structure syntaxique en général.
Donc il y avait des objets très précis, il y avait une méthode particulière qui était la méthode structurale, et d'autre part, le fait que un des plus grands mathématiciens du monde, enfin, avec qui j'avais le plaisir et l'honneur de travailler, a proposé des idées révolutionnaires concernant précisément ces objets et ces méthodes. Donc c'est ça qui m'a fait franchir le pas. Il est certain que s'il n'y avait pas eu l'œuvre de René Thom, à la fin des années 60, je serais resté en mathématiques pures, j'aurais fait de la théorie des singularités purement technique pendant des années, sans doute pendant pratiquement toute ma carrière, et j'aurais continué le dimanche à développer comme un violon d'Ingres quelques réflexions sur le structuralisme. Mais je n'aurais pas pris ça comme thème de recherche au sens professionnel. Et est-ce que vous n'êtes jamais tenté d'aller plus vers les sciences naturelles, physique, biologie biologie, jamais vraiment. La physique, j'ai commencé en physique. En fait, c'est, si je veux être tout à fait complet sur le plan biographique, je ne me souviens pas si nous en avions déjà parlé, mais j'ai commencé par un semestre, disons, de stage chez Bernard d'Espagna, en physique des particules. C'est-à-dire que Bernard d'Espagna a été la première personne que je suis allé voir avant de commencer les mathématiques pures, parce que il se trouve que j'avais beaucoup travaillé tout seul pendant les classes préparatoires sur la théorie quantique des champs, je me souviens en particulier de l'équation de Dirac, enfin bon, ça m'avait beaucoup plu. Et comme il y avait un remarquable centre de physique des particules élémentaires, des hautes énergies de l'école polytechnique, qui était le centre de Le Prince Ringuet, tout naturellement, je suis allé discuter avec ces physiciens, et je suis rentré en contact avec Bernard d'Espagna, qui m'a envoyé, enfin avec qui j'ai pas travaillé, mais enfin avec qui j'ai fait un stage pendant quelques mois, et qui m'a envoyé pendant 3 mois au CERN, participer à une expérience du CERN, la physique des hautes énergies. Encore une dernière question avant de continuer. Ce passage que vous avez effectué des maths pures aux maths appliquées et sciences humaines, ce passage, est-ce qu'il reste exceptionnel ou est-ce qu'il y a d'autres personnalités scientifiques qui ont suivi, qui ont fait à peu près le même type de parcours Mais disons qu'à l'époque, c'était très exceptionnel. Et pratiquement personne, je pense, enfin pratiquement personne, n'a essayé de synthétiser, comme j'ai essayé de le faire, des compétences aussi divergentes. Donc, quand j'ai mis en place un enseignement d'épistémologie des modèles centré là-dessus à l'école, c'était extrêmement original. Je dirais que maintenant, c'est devenu au contraire presque banal, mais c'est devenu banal parce qu'il y a eu énormément de progrès qui ont été accomplis, et en particulier à travers les sciences cognitives, et en particulier, à cause des neurosciences cognitives. Et le développement des neurosciences cognitives force à des modèles qui sont extrêmement proches, nous allons en parler, des modèles proposés par René Thom, Christopher Zeeman et beaucoup d'autres. Et d'autre part, permet de reprendre tous les problèmes qui m'intéressaient, tous les problèmes de perception, tous les problèmes de structure syntaxique, etc. Donc, à travers le développement des neurosciences cognitives, utiliser ce genre de mathématiques pour parler d'un certain type de sciences humaines est devenu banal.
C'est pour ça que je suis particulièrement attristé de voir que toutes ces avant-gardes scientifiques ne se soient pas développées à l'EHESS. Se sont massivement développées ailleurs. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et pendant ce temps-là, les sciences humaines, au sens de Braudel, Lévi-Strauss, Morazet, petit à petit, ont abandonné un certain idéal scientifique et sont devenus de plus en plus littéraires. Mais enfin bon, ça c'est un problème de sociologie des sciences, dont les générations futures feront l'histoire, en expliquant pourquoi les sciences humaines françaises ont complètement raté la révolution scientifique des neurosciences cognitives. Une toute dernière question encore, excusez-moi, mais c'est plutôt une gageure. Le passage maths pure, maths appliquée, sciences humaines, d'accord, mais le passage inverse, est-ce qu'on peut l'observer ou est-ce qu'il est à votre avis, disons, a priori impossible, étant donné la haute technicité que les maths présupposent de toute façon? Je ne pense pas qu'il soit impossible, je pense qu'il est impossible à partir d'un certain âge. C'est tout à fait banal de dire ça, simplement parce que l'investissement en maths pure est trop dur. Mais sinon, pour des gens jeunes, je ne vois absolument aucune obstruction de principe à ce que quelqu'un particulièrement brillant, qui n'a aucun rapport de rejet par rapport aux mathématiques, ne puisse pas se mettre à faire des mathématiques à 25 ans. On n'est pas obligé, pour avoir ce genre de trajectoire intellectuelle, d'avoir commencé les mathématiques à 15 ans. Merci, monsieur. Donc, en fait, si j'ai bien compris, il s'agit quand même d'un type de mathématiques très particulier que vous préconisez d'ailleurs pour, disons, un certain ensemble de phénomènes en sciences humaines et sociales. Donc, ma question est, pouvez-vous effectivement nous donner des arguments pourquoi justement, par exemple, une théorie de singularité est tellement bien appropriée, tellement bien adaptée, disons, non seulement à décrire, mais aussi à expliquer certains types de phénomènes syntaxiques, perceptifs, narratifs, etc. Alors là, peut-être qu'il faudrait rentrer un tout petit peu dans la technique. On ne peut pas y rentrer véritablement, puisque on ne va pas se mettre à écrire des formules sur un tableau. Et en tout cas, conceptuellement, on peut essayer d'expliquer certaines idées de base. Le problème tout à fait général est de comprendre la structure de certaines classes d'objets géométriques. Alors, la première structure, c'est celle d'espace géométrique. Alors, l'exemple le plus simple, c'est l'espace euclidien. Par exemple, le plan euclidien ou l'espace à 3 dimensions euclidien. Donc, c'est un espace avec des structures géométriques caractéristiques. Il y a par exemple ce qu'on appelle la topologie de l'espace, qui fait que les points ne sont pas indépendants les uns des autres, ce n'est pas une espèce de poussière de points, mais les points ont des rapports de voisinage entre eux. Alors ces rapports de voisinage sont très élastiques, sont très distendus, mais ils existent. Donc on peut déformer un peu comme on veut, du moment qu'on ne déchire pas. C'est-à-dire du moment que les points gardent qualitativement les mêmes rapports de voisinage. Ça, c'est ce qu'on appelle un niveau de structure topologique qui introduit une première cohésion sur le niveau purement ensembliste où les points sont indépendants les uns des autres. Et puis après, on peut introduire des niveaux de structure qui sont de plus en plus
rigidifiant. Enfin. Et tout en haut, on arrive à une synthèse entre deux structures qui sont assez différentes, mais qui sont deux structures absolument caractéristiques de l'espace au sens naïf. D'une part, la structure d'espace vectoriel, qu'on a tous appris à l'école, c'est-à-dire qu'on sait ce que c'est qu'un vecteur qui relie deux points, et on sait additionner des vecteurs, c'est la loi du parallélogramme, on sait faire des homothéties sur les vecteurs, donc il y a toute une algèbre qu'on appelle l'algèbre linéaire, qui consiste à faire des opérations essentiellement de composition linéaire sur les vecteurs. Et puis il y a d'autre part une autre structure, qui est la structure métrique, et qui consiste à mesurer des distances avec des règles. Bien. Alors en fait, dans la conception naïve de l'espace, correspondant à la structure euclidienne, on a une synthèse entre ces deux structures. C'est-à-dire qu'on a à la fois la structure d'espace vectoriel et la structure métrique. Ça correspond à ce qu'on appelle des espaces vectoriels normés. C'est-à-dire qu'on a des vecteurs, mais qui en plus ont une longueur. On sait mesurer la longueur des vecteurs. Donc, comme on sait mesurer la longueur des vecteurs, on a une structure métrique. Mais comme on a aussi les vecteurs, enfin, on a la structure vectorielle. Donc, on a les deux structures et qui sont compatibles entre elles. Alors, à partir du début du XIXe siècle, ce concept très, très traditionnel d'espace s'est généralisé dans tous les sens. Et, par exemple, en particulier l'école anglaise, des algébristes anglais, pensez à des gens comme Hamilton, mais il y en a beaucoup d'autres, ont dégagé le concept d'espace vectoriel indépendamment de la structure métrique. Et on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup d'espaces qui n'avaient que la structure vectorielle, qui n'avaient pas la structure métrique. Donc, qui n'étaient pas des espaces vectoriels normés, mais simplement des espaces vectoriels. Alors ça a été tout un énorme travail. Donc, comme je l'ai dit, entre autres, dû à l'école anglaise d'algèbre linéaire. C'est toute la théorie des déterminants, la théorie des matrices, des déterminants de matrices, ce qu'on appelle l'analyse spectrale des matrices, enfin, etc. Ensuite, une autre généralisation, qui elle est très connue, c'est la généralisation de la structure métrique effectuée par Riemann, et qui a été très utile en relativité générale. Donc on sait que Riemann a introduit des espaces qui sont localement euclidiens, qui sont bien des espaces métriques, mais qui sont seulement localement euclidiens et qui globalement peuvent être courbes, avec des tas de bosses, de trous, etc. Mais c'est des espaces métriques, on peut définir des courbures, on peut définir des géodésiques, on peut, enfin, tout un ensemble de concepts qui sont caractéristiques de la structure métrique peuvent être généralisés. Et on obtient ce que l'on appelle les espaces riemanniens ou les variétés riemanniennes, puisque c'est le terme technique qui est utilisé depuis longtemps. C'est le Mannigfaltigkeit en allemand, manifold en anglais et variété en français. Donc on a considérablement généralisé le concept d'espace. On l'a tellement généralisé qu'on s'est dit qu'il faut commencer à classer ces espaces. Donc on va regarder comment ces espaces sont produits, comment ils sont engendrés, et on va essayer de les classer.
Alors, suivant le niveau de structure auquel on se situe, eh bien, on a différentes géométries. Par exemple, la géométrie riemannienne consiste essentiellement à comprendre la structure des variétés riemanniennes. Donc des espaces qui sont localement métriques au sens euclidien, mais qui globalement sont des espaces métriques non euclidiens. Ils ne sont que localement euclidiens. Vous pouvez classer les espaces topologiques, essayer de comprendre et de classer les espaces topologiques. Vous pouvez faire la théorie des espaces vectoriels. Ça, c'est une théorie relativement facile en dimension finie. En dimension infinie, ça commence à devenir beaucoup plus compliqué. Et par exemple, les espaces de Hilbert, tellement utilisés par la mécanique quantique, sont des espaces vectoriels en général de dimension infinie. Et là, si on fait l'algèbre linéaire des opérateurs linéaires dans ces espaces de dimension infinie, ça devient très compliqué. Alors que les opérateurs linéaires, c'est-à-dire les matrices en dimension finie, c'est extrêmement simple. C'est très facile de les classer. Alors, j'ai entre autres travaillé en géométrie algébrique et en géométrie différentielle. Alors, la géométrie différentielle, ça consiste à regarder des espaces qu'on engendre en recollant des morceaux d'espace triviaux, morceaux d'espace euclidien. Donc on a des tas de petits morceaux d'espace euclidien et on les recolle et on impose simplement que les entités qui permettent ces recollements, les données qui permettent ces recollements, aient de bonnes propriétés de différenciabilité. Alors sur ces espaces différentiels, qu'on appelle des variétés différentielles, on peut généraliser tout le calcul différentiel que l'on fait sur les espaces standards. Et ça donne la géométrie différentielle. Alors il y a une autre classe d'espaces géométriques qu'on a beaucoup étudié et qu'on appelle les variétés algébriques. Alors là, le processus de production de ces espaces, la technique d'engendrement de ces espaces est très différente. On part d'un espace tout à fait standard, de dimension n, et on considère des polynômes à n variables, donc qui sont définis sur cet espace, et on regarde les ensembles de points, l'ensemble des points, qui annulent ces polynômes. Donc ça généralise quelque chose que on a tous appris à l'école, et qui consiste par exemple à prendre un plan, à regarder un polynôme y égale f de x, le f de x est un polynôme, et à construire la courbe associée à ce polynôme. Une courbe y égale f de x, c'est y moins f de x égale 0, et donc on a un polynôme à deux variables, enfin x et y. On regarde l'endroit où il s'annule, et ça nous donne une courbe dans le plan. Alors cette idée, qui est une idée très simple et très ancienne, on peut la généraliser en prenant plusieurs variables, n variables, et en prenant plusieurs polynômes. Donc un seul polynôme, ça vous donnera une hypersurface de dimension n-1. Deux polynômes, ça vous donnera deux hypersurfaces
avec une intersection, et l'espace que vous considérez, c'est l'intersection. Si vous donnez 3 polynômes, ça vous fera 3 hypersurfaces qui peuvent se couper de façon très compliquée, et c'est cette intersection que vous allez considérer. Donc comme ça, vous pouvez construire des quantités de nouveaux espaces et les étudier en tant que tels. Alors, au cours du développement de la géométrie, on a montré qu'il y avait des liens tout à fait fondamentaux entre ces différentes façons d'engendrer des espaces. Par exemple, un des grands spécialistes, un des grands fondateurs de la géométrie algébrique moderne, qui s'appelle Oskar Zariski, a montré que les variétés algébriques, en fait, peuvent se tenir comme recollement de variétés algébriques élémentaires. Et que donc ce qui se passe pour les variétés différenciables peut servir un peu d'inspiration pour les variétés algébriques. De même, on a essayé de voir dans quelle mesure la façon de définir des variétés algébriques pouvait-elle généraliser à des fonctions plus générales que les polynômes. Enfin, donc, bref, vous voyez qu'il y a eu tout un ensemble de méthodes qui ont permis de généraliser de façon extraordinaire le concept d'espace en introduisant en plus différents niveaux de structure dans ces espaces. Les structures de très bas niveau, très molles, comme les structures topologiques, et des structures de très haut niveau, extrêmement rigides, comme les structures euclidiennes. Alors j'en viens maintenant au concept de singularité. Un aspect essentiel de ces nouveaux espaces, c'est la façon dont il fonctionne le rapport entre la structure locale et la structure globale. Prenez une sphère. Une sphère, c'est pas pareil qu'un plan. Mais quelle est la différence? La différence est essentiellement une différence globale. Parce qu'au niveau local, la surface d'une sphère et la surface d'un plan sont absolument pareilles. Et d'ailleurs, il existe, en n'importe quel point d'une sphère, un plan tangent à la sphère. Donc, si vous restez très près du point considéré, vous ne pouvez pas vraiment faire la différence entre la sphère et le plan tangent. C'est comme les tangentes aux courbes. C'est une approximation linéaire. Donc, tant que vous restez concentré, confiné dans un domaine petit, vous ne pouvez pas faire de différence entre la sphère et le plan. Donc la différence fondamentale entre la sphère et le plan, c'est la structure globale. Par exemple, le plan peut aller à l'infini. La sphère a une propriété de compacité qui fait qu'on ne peut pas aller à l'infini sur une sphère. Et pourtant, vous n'avez pas de bord. Ce n'est pas que vous arrivez à un mur. Pas du tout. Vous pouvez circuler indéfiniment sur une sphère sans jamais rencontrer de bord, mais en fait, vous n'allez pas à l'infini. La sphère est bornée, est compacte. Donc, vous avez là une propriété fondamentalement différente entre le plan et la sphère. Mais c'est une propriété globale. Alors, ça conduit à l'idée qu'il y a essentiellement deux problèmes fondamentalement différents
quand on veut comprendre la structure géométrique des espaces. Soit on considère que les espaces sont, comme on dit, localement triviaux. C'est-à-dire essentiellement qu'il y a des espaces tangents et que localement, ils s'identifient à leurs espaces tangents. Qui sont des espaces linéaires. Alors, si vous faites cette hypothèse, ce qui est une hypothèse vérifiée par les concepts de variété, enfin, dont je vous ai parlé, à ce moment-là, le problème fondamental, c'est de comprendre la structure globale. Parce que la structure locale, elle est triviale, donc il n'y a rien à en dire de spécial. Donc le problème difficile, c'est la structure globale. Et ça peut être très difficile. Vous pouvez imaginer des sortes de sphères extrêmement tordues, nouées dans des espaces de grande dimension. Enfin bon, ça peut devenir épouvantablement compliqué. Mais il y a une autre possibilité, c'est de regarder des objets géométriques qui ne sont pas localement triviaux. Alors, ces objets géométriques qui ne sont pas localement triviaux, c'est ce qu'on appelle des objets avec des singularités. Alors, prenons un exemple simple, l'exemple peut-être le plus simple, qui est celui d'un cône. Si vous prenez un cône, vous voyez immédiatement que la surface du cône est régulière partout, sauf au sommet. Si vous prenez n'importe quel point du cône, il y a un plan tangent. Et donc, localement, le cône est trivial, il s'identifie à son espace tangent. Sauf au sommet. Si vous essayez de définir un plan tangent pour le sommet d'un cône, il n'y a aucun moyen de plaquer un plan sur le cône au sommet. Vous voyez très bien qu'il y a une indétermination. Enfin. Et d'autre part, vous voyez très bien intuitivement que le sommet est un point distingué, qui n'a pas du tout les mêmes propriétés qualitatives que les autres points. Ça, c'est un exemple absolument typique de singularité. Et quand vous généralisez le concept d'espace, vous, en particulier en géométrie algébrique, vous voyez apparaître des espaces qui peuvent avoir des singularités. D'où la nécessité d'étudier ces singularités. Alors, ces singularités s'étudient d'abord localement et par définition correspondent au fait que la structure géométrique qu'on considère n'est pas localement triviale en ces points-là. D'où l'idée d'essayer de voir comment on peut engendrer des singularités. Alors prenons un cône. Il y a une façon très simple de construire un cône à partir d'un espace régulier. Vous prenez un cylindre, vous prenez alors un cylindre vertical, vous prenez un des cercles horizontaux correspondant à une section du cône, et ce cercle, vous le contractez sur un point. Le cylindre est écrasé en ce point, et ça vous donne un double cône. D'accord ? C'est très intuitif.
C'est un peu comme si vous mettiez un fil et si vous serriez. Vous transformez le cylindre en deux pôles. Là, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez pris une sous-variété, c'est-à-dire un cercle sur le cylindre, et vous l'avez contracté sur un point. Et c'est ça qui crée la singularité. Donc en fait, vous avez pris un sous-espace qui était un très bon sous-espace, enfin, sans singularité, sans rien, et vous l'avez fait dégénérer. C'est-à-dire que la structure de ce sous-espace, qui était une structure globale, qui était un cercle, vous l'avez concentré en un point. Et en concentrant en un point, vous avez déformé toute la géométrie autour et vous avez engendré une singularité. Alors, ce que l'on appelle le problème de la désingularisation, sur lequel travaillait Aizuke Hironaka, c'est de savoir si toutes les singularités possibles peuvent être obtenues de cette façon-là. C'est-à-dire, je vous donne un espace avec des singularités épouvantablement compliquées. Est-ce que je peux toujours trouver un espace régulier sans singularité et puis un ensemble de sous-espaces qui ont la propriété que lorsque je les contracte, eh ben, j'obtienne la singularité très compliquée que je veux étudier. Vous voyez que on a une façon d'engendrer des singularités de cette façon-là, et que la question est de savoir si, avec cette méthode, on peut engendrer toutes les singularités. Le théorème d'Hironaka dit essentiellement que la réponse est positive. C'est-à-dire qu'avec cette méthode, on engendre toutes les singularités. Alors, pourquoi les singularités sont si importantes? Alors, comme disait Tom, elles sont importantes parce que dans une singularité, en fait, on a de l'information globale qui a été concentrée, par exemple en des points, enfin concentrée sur des sous-espaces. Donc en fait, on transforme une information globale en une structure locale, singulière. Et la désingularisation vous dit que vous pouvez faire l'inverse, c'est-à-dire repasser de la structure singulière locale à une information globale. Et donc philosophiquement, ce qui est très intéressant dans une singularité, c'est ce jeu entre local et global. C'est que des structures globales peuvent se trouver, enfin des structures, enfin, avec l'information qui va avec, peuvent se trouver concentrées dans des sous-espaces. Mais en plus, donc ça c'est l'intérêt philosophique général en géométrie, mais en plus il y a des exemples innombrables de singularité dans les phénomènes naturels. Alors là on peut donner énormément d'exemples. Si vous prenez par exemple des phénomènes très géométriques comme les phénomènes optiques, eh bien les singularités de la propagation des rayons lumineux correspondent aux phénomènes bien connus depuis très très longtemps, qu'on appelle les caustiques. Les caustiques en optique sont des exemples absolument typiques de singularité. Un autre exemple extraordinairement important, c'est ce qu'on appelle les phénomènes critiques en physique statistique. Alors les phénomènes critiques, c'est quoi? Eh bien c'est que vous avez un système, prenez un système thermodynamique, par exemple de l'eau, vous mettez de l'eau dans une casserole, donc vous avez
un système thermodynamique. Au niveau microphysique, vous avez les molécules d'eau et toute l'agitation des molécules d'eau. Au niveau macroscopique, vous avez un fluide avec une certaine température, enfin, avec un certain nombre de caractères macroscopiques, de qualité macroscopique. Vous savez, quand vous chauffez l'eau, eh bien, sous une pression atmosphérique normale, de 1 bar, lorsque vous arrivez à une certaine valeur de la température, qu'on appelle une valeur critique, qui est 100 degrés, eh bien l'eau se met à bouillir. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle change d'état thermodynamique et elle devient un gaz. Si vous regardez ce qui se passe au niveau moléculaire, c'est quelque chose d'incroyablement compliqué. Puisque ça veut dire que tout ce qui garantit la structure de fluide au niveau moléculaire disparaît. Puisque au niveau moléculaire, vous allez passer à un gaz. Donc, au niveau moléculaire, c'est un phénomène d'une complexité inouïe, c'est une véritable catastrophe, c'est le cas de le dire, pour le milieu. Le milieu change de phase, et si vous voulez décrire mathématiquement ce changement, eh bien, vous allez regarder les fonctions thermodynamiques qui vous permettent de décrire votre système, et vous vous apercevez que lorsque vous traversez la température critique, ces fonctions présentent des singularités. Et que ce qui empiriquement apparaît comme un phénomène critique de transition de phase, mathématiquement s'exprime par des singularités des entités mathématiques que vous utilisez pour décrire votre phénomène. Par exemple, la fonction énergie, ou des choses comme ça. Donc, vous avez énormément de phénomènes de type phénomène critique, c'est-à-dire transformation brusque de l'état d'un système, qui, lorsque vous regardez mathématiquement ce que ça veut dire, correspondent tout simplement à des singularités des objets qui décrivent, des objets mathématiques, qui décrivent les phénomènes. Donc, les singularités sont très souvent la version mathématique des phénomènes catastrophiques, au sens de Thom, sur le plan empirique. Alors, comme ces phénomènes catastrophiques sont extraordinairement importants sur le plan empirique, dans toutes les disciplines, ça explique pourquoi les singularités, au sens mathématique, sont si importantes. Parce que chaque fois, j'insiste là-dessus, que vous avez mathématisé votre phénomène, eh bien, le fait qu'il y ait des événements critiques correspond au fait que dans la description mathématique, il y a des singularités. Donc, avoir une bonne théorie très générale, très universelle des singularités ouvre un nombre incalculable d'applications dans les domaines empiriques. Et j'aimerais bien maintenant passer à une question un peu différente. C'est vous, depuis déjà pas mal d'années, en fait, ce sont depuis les années 80, en fait, mais plus encore depuis les années 90, vous travaillez surtout en philosophie des sciences. Enfin. Et vous aurez la gentillesse de nous expliquer quelles sont les relations que vous établissez entre vos recherches en mathématiques appliquées aux sciences humaines et neurosciences. Quelles sont les relations que vous établissez donc entre ce domaine de recherche et vos préoccupations en philosophie des sciences,
Et comment est-ce que vous voyez après les rapports entre les philosophies des sciences tels que vous le voyez, vous le pratiquez, avec les mathématiques de nouveau et les sciences humaines plus particulièrement? Alors, je dirais que si j'ai développé un certain nombre de réflexions en philosophie des sciences, c'est essentiellement à partir de mon expérience d'utilisation d'un certain type de modèle mathématique en sciences humaines. Cette expérience, comme on l'a dit, à l'époque, était extrêmement originale. Tellement originale qu'il était normal de réfléchir sur ce que voulait dire mathématiser une discipline, puisque on vivait à l'époque sur l'évidence, qui est une fausse évidence, une évidence fallacieuse, mais sur l'évidence, que la physique pouvait être mathématisée, mais que les sciences humaines, en général, ne pouvaient pas vraiment être mathématisées. En dehors de statistiques, des choses comme ça, ne pouvaient pas être vraiment mathématisées. Dans ce contexte, René Thom, entre autres, introduit l'idée d'une mathématisation de type sciences dures pour des disciplines relevant du structuralisme et ayant à voir, par exemple, avec la linguistique, avec la phénoménologie de la perception, etc. Donc, il était nécessaire de s'interroger sur la mathématisation d'une discipline en général. Et c'est pour comprendre ce problème que j'ai été amené, moi, à faire de la philosophie des sciences. Alors que ce n'était pas un véritable intérêt au début de ma carrière. J'avais un intérêt pour la philo des maths, ça j'en parlerai peut-être tout à l'heure, mais la philo des sciences en général me motivait relativement peu. Mais là, j'en ai eu besoin. Alors, on pourrait dire qu'au cours des années 70, j'ai participé au grand débat autour de la théorie des catastrophes, des modèles morphodynamiques, mais il y avait aussi, à la même époque, les structures dissipatives de Prigogine, il y avait tout le débat sur l'ordre, le désordre avec Henri Atlan, il y avait toutes les réflexions d'Edgar Morin sur la complexité, il y avait, enfin, etc., etc. Donc il y avait tout un contexte qui correspondait au fait qu'il y avait une avancée considérable de la modélisation mathématique avec des modèles du genre théorie des catastrophes, phénomènes critiques, etc., dans des domaines de sciences humaines. Donc, il y a eu une réflexion collective de la part des scientifiques sur ce que voulait dire la mathématisation. Alors, René Thom lui-même a opté pour un certain type de philosophie des sciences. Il a essentiellement défendu la thèse qu'il pouvait exister une modélisation qualitative. Donc la différence fondamentale qu'il a introduite, c'est que la modélisation mathématique était essentiellement quantitative dans les sciences comme la physique, mais qu'elle pouvait être qualitative dans les modèles morphodynamiques du structuralisme. Donc c'est comme ça que René Thom a un peu distingué les deux types de disciplines, sciences de la nature et sciences humaines, tout en gardant l'idée que les deux pouvaient être mathématisés. Christopher Zeeman, lui, n'a pas tout à fait adopté la même stratégie.
il a bien sûr lui aussi développé l'idée d'une modélisation qualitative, mais pour lui, la modélisation qualitative devait toujours, en dernière instance, se ramener à une modélisation classique, genre de celle qu'on trouve dans les sciences de la nature. Donc là, il y a eu un débat assez vif entre René Thom et Christopher Zeeman. Ils n'étaient pas d'accord sur ce point. Moi, j'ai été conduit un peu par goût personnel, à voir les choses un petit peu différemment, dans la mesure où ce débat m'a motivé pour reprendre les grandes traditions de philosophie des sciences et de théorie de la connaissance. Et donc, je me suis mis à travailler sur un certain nombre de traditions épistémologiques. Et parmi les traditions épistémologiques en compétition, au bout d'un certain temps, j'ai opté pour ce que l'on pourrait appeler la tradition transcendantale. Donc j'ai beaucoup travaillé sur ce que Kant avait dit sur la physique de son temps, et j'ai énormément travaillé aussi sur la phénoménologie husserlienne. Donc j'ai opté pour une théorie de la connaissance qui relève des traditions transcendantalistes. Alors je ne vais pas là maintenant développer ce point, mais en ce qui concerne la modélisation, pour moi la question clé est la suivante. Pour l'expliquer, reprenons la structure, reprenons de façon très générale la structure d'une science comme la mécanique classique, qui reste une espèce de modèle paradigmatique. La mécanique classique est une théorie qui, comme toutes les théories scientifiques, a sa base empirique. Il y a une énorme masse de données expérimentales, premièrement. Ça, c'est toutes les générations des Tycho Brahe, tous ces gens-là qui passaient leur vie à noter la position des astres, enfin, et qui ont amassé donc les données numériques, enfin, expérimentales. Ensuite, il y a des extractions de régularité, de grandes régularités. En l'occurrence, ça a été les lois de Kepler. C'est-à-dire que Kepler a montré qu'à condition d'adopter un repère héliocentré, c'est-à-dire d'adopter la position copernicienne, les trajectoires apparemment très compliquées des planètes devenaient des trajectoires relativement simples, elliptiques, et qu'il y avait un certain nombre de lois attestées empiriquement. Et donc, on peut dire qu'il y a extraction de régularité. Et ensuite, il y a une composante conceptuelle, comme dans toutes les sciences. Cette composante conceptuelle possède elle-même plusieurs niveaux et va des concepts descriptifs empiriques ayant un rapport immédiat à l'expérience empirique jusqu'à des grands concepts catégoriaux, enfin pour reprendre le terme de Kant, enfin, qui sont des catégories de l'entendement ou des principes de l'entendement pur, comme le principe de causalité ou des principes de ce genre. Donc on a toute une hiérarchie de conceptualisation qui conduit des concepts empiriques jusqu'à des concepts constitutifs du concept même de
sciences, de connaissances. Mais si vous dites ça, vous vous apercevez que cette structure est partagée par des quantités d'autres disciplines et, entre autres, par beaucoup de disciplines dans les sciences humaines. Quand Fernand Braudel travaille sur l'histoire long terme du bassin, longue durée du bassin méditerranéen, il y a une masse fantastique de données empiriques, extraction de régularité, et d'autre part, théorie conceptuelle, allant de concepts descriptifs très proches des données empiriques jusqu'à des grandes catégories de la connaissance. Donc, quelle est la différence? À ce niveau-là, il n'y en a aucune. Et quand on rajoute à ça de l'analyse de données, par exemple, de l'analyse factorielle ou des choses comme ça, analyse en composantes principales, ou de la statistique, ou bien au niveau du concept, quand on rajoute une analyse logique, on peut poursuivre l'idéal du cercle de Vienne, de gens comme Carnap, etc. Quelle est la différence entre la physique classique et l'histoire au sens de Braudel? Aucune. Absolument aucune. Et pourtant, il y a une différence. Alors, cette différence vient d'où? Alors, je l'exprime de la façon suivante, en disant que dans les sciences comme la physique, on a non seulement la base empirique et la conceptualisation qui se fait par abstraction, de plus en plus grande, mais qu'on est capable de faire exactement l'inverse. C'est-à-dire, au lieu de passer de la diversité empirique pour remonter vers l'abstraction conceptuelle, ce qui correspond dans la théorie de la connaissance, dans une théorie de la connaissance de type kantien, à une analytique, ce que Kant appelait une analytique du concept, on est aussi capable de faire la démarche inverse, c'est-à-dire de partir des concepts et de reconstruire une nouvelle diversité empirique que j'appellerais une réalité virtuelle, que l'on peut comparer à la réalité réelle. Or, ce qu'apporte la mécanique classique avec la fameuse loi de Newton, c'est essentiellement ça. C'est-à-dire qu'on part de grands principes physiques, on construit à partir de ces grands principes physiques une équation, et après, en résolvant cette équation, on obtient des trajectoires virtuelles qu'on dessine sur le papier, qu'on met en comparaison, que l'on fit avec les trajectoires observées avec les lunettes astronomiques, et le miracle, c'est que c'est les mêmes. Alors ça, c'est ce que j'appelle une reconstruction mathématique des phénomènes. Alors cette reconstruction mathématique des phénomènes, pour moi, résout le problème inverse de l'abstraction conceptuelle. L'abstraction conceptuelle va de la diversité empirique vers l'unité conceptuelle. Là, on part des concepts et on reconstruit mathématiquement, avec des équations, des phénomènes qui sont des doubles des phénomènes empiriques, et qui sont de la réalité virtuelle. Alors, pour mettre ça en opposition
avec analytique conceptuelle, j'ai repris un terme que je trouve excellent, qui a été introduit par les spécialistes de la complexité et de l'Institut de Santa Fe. Ils appellent ça faire la synthèse computationnelle des phénomènes. Donc, on a d'une part l'analyse conceptuelle, et dans l'autre sens, on a la synthèse computationnelle. La synthèse computationnelle construit des phénomènes virtuels, une réalité virtuelle, qui devient une espèce de double de la réalité empirique. Alors si vous voyez les choses comme ça, vous voyez immédiatement que pour faire la synthèse computationnelle, il faut une générativité, puisque vous partez de concepts et vous voulez arriver à une énorme diversité empirique. Vous voulez mimer une énorme diversité empirique. Donc vous devez produire de la diversité. Vous devez donc avoir des ressources de diversification. Et pour avoir des ressources de diversification, il vous faut de la générativité. Et cette générativité ne peut être qu'algorithmique. Il vous faut des algorithmes. Et parmi les algorithmes, il y a, entre autres, les équations, comme les équations différentielles de la physique. Et c'est là qu'il y a une différence. C'est-à-dire la physique est capable de faire une synthèse computationnelle, alors que l'histoire à la Brodel n'est pas capable de faire la synthèse computationnelle. Et là, il y a vraiment une différence. Et cette différence, ce n'est pas seulement une petite différence pratique, c'est une véritable différence gnoséologique, en fait. C'est-à-dire le type de connaissance est différent. Parce que quand vous pouvez reconstruire les phénomènes, serait-ce virtuellement, vous avez une maîtrise des phénomènes et une connaissance des phénomènes qui est incroyablement supérieure à une connaissance conceptuelle. Incroyablement supérieure. Et excusez-moi, ici, sans parler aujourd'hui sur cette question, mais si j'ai bien compris, c'était ça votre intérêt, l'analyse structurale de Lévi-Strauss. Disons que l'intérêt, pour moi, de Lévi-Strauss et de Greimas, c'est qu'ils avaient introduit un type de théoréticité assez dure, qui était assez proche de celle des sciences comme la physique, mais il manquait les algorithmes. Et ce que René Thom a introduit, c'est les algorithmes qui permettaient de faire de la synthèse computationnelle. On en parlera la prochaine fois. Voilà. Merci. Alors, pour moi, c'est le problème fondamental. Mais maintenant, il faut bien voir que les équations différentielles de la physique, c'est un type d'algorithme pour faire de la synthèse computationnelle. Mais il n'y a aucune raison que ce soit le seul outil. Donc, premièrement, on peut faire de la synthèse computationnelle avec des mathématiques complètement différentes. Et c'est ce qui se passe avec les modèles morphodynamiques pour le structuralisme. Donc on aura bien une mathématisation au sens de reconstruction des phénomènes, mais avec des outils mathématiques qui n'ont rien à voir. Enfin, pas rien à voir, mais qui sont très différents de celui de la physique classique. La physique moderne. Et la seconde conséquence, qui est encore plus intéressante, c'est que la synthèse computationnelle, c'est d'avoir des bons algorithmes pour construire une réalité virtuelle qui mime la réalité empirique. Mais maintenant, avec tous les nouveaux outils informatiques, on peut faire de la synthèse computationnelle, même sans mathématiques.
Il n'y a aucune raison que tous les algorithmes soient exclusivement mathématiques. Et ça, c'est une véritable révolution des sciences humaines. J'ai parlé de l'Institut Santa Fe. L'Institut de Santa Fe, comme vous savez, est parti d'une réunion interdisciplinaire, plusieurs prix Nobel venant de la physique des hautes énergies jusqu'à l'économie, des spécialistes parmi les meilleurs spécialistes mondiaux d'anthropologie, d'éthologie animale, de psychologie cognitive, de neurosciences, etc. Ils se sont mis ensemble pour essayer d'élaborer des théories à peu près plausibles des systèmes complexes comme les systèmes sociaux, les systèmes neuronaux, enfin, qui sont à la base de la cognition. Et une bonne partie de la synthèse computationnelle qu'ils font n'est pas strictement mathématique. Et ils arrivent à des résultats absolument extraordinaires. Ils produisent par exemple des phylogénèses virtuelles que l'on peut comparer à la phylogénèse effective. Mais qui permettent aussi de construire des évolutions qui n'ont pas eu lieu, mais qui auraient pu avoir lieu. Un peu comme en astrophysique, on imagine des univers, enfin on calcule sur machine des univers qui satisfont les équations d'Einstein, etc., mais qui ne sont pas les nôtres. Non. Donc il y a là une véritable révolution dans la capacité de construire, engendrer des phénomènes virtuels qui ressemblent aux phénomènes réels et qui, à mon avis, doit transformer complètement le statut des sciences sociales. Et dans ces algorithmes, qui ne sont pas tous exclusivement mathématiques, il y aura en général toujours un peu de mathématiques, parfois il y aura beaucoup de mathématiques. Enfin. Donc c'est vers ça, moi personnellement, enfin, que je me suis orienté, c'est ça qui m'intéresse, et j'estime qu'avec cette généralisation du concept de synthèse computationnelle, la différence entre les sciences sociales et les sciences naturelles est en train de disparaître complètement. Elle est en train de s'effacer. Bon, et les enjeux sont considérables. Et là encore, je ne peux que regretter du retard vertigineux que l'on est en train de prendre dans ce domaine pour des raisons essentiellement idéologiques qui consistent à résister à l'idée que les sciences sociales sont des sciences naturelles dans un sens un peu original, un peu compliqué, etc., mais sont des sciences naturelles exactement comme les autres. Croire qu'il y a, que parce qu'on parle de l'humain, enfin, qu'il y a une espèce de spécificité gnoséologique qui fait qu'on ne peut pas faire de modélisation ou de synthèse computationnelle, selon moi, est une aberration. Donc, j'ai consacré toute ma vie à développer une conception de la connaissance en sciences humaines qui est analogue à celle que l'on trouve dans les sciences de la nature. Je ne crois plus du tout à l'opposition introduite par Durkheim, enfin qui remonte à avant Durkheim, et qui oppose les Naturwissenschaften aux Geisteswissenschaften. Il n'y a pas de Geisteswissenschaften. Les sciences de l'esprit, au sens de Durkheim, ne sont que des sciences naturelles d'un type un petit peu particulier. Exactement comme il n'y a aucune spécificité gnoséologique de la biologie. La biologie est une science naturelle. Le vivant est un phénomène naturel. De même, l'esprit, le cognitif, le social sont des phénomènes naturels.
que l'on doit aborder en termes de sciences naturelles. C'est cette conviction que j'ai exprimée à la fin de Morphogénèse du sens, donc il y a déjà longtemps, en 85, n'a fait que se renforcer pendant toutes ces années. Donc question justement là, une petite question. Bon, c'est aussi une question déjà pratiquement claire, enfin la réponse est relativement claire. Que pensez-vous justement de ce renouveau d'intérêt à l'herméneutique en sciences humaines et sociales? Alors, il est évident que tout ne se réduit pas à une approche scientifique. Non seulement je n'ai rien contre des approches de type herméneutique, comme je n'ai rien contre les humanités au sens classique, bien sûr. Mais pour moi, la question n'est pas de savoir si des approches herméneutiques sont légitimes ou non, elles le sont. La question est de savoir si on peut développer des sciences humaines qui soient des véritables sciences. Pour moi, l'herméneutique, c'est une pratique, mais il n'y a certainement pas de science herméneutique. Il peut y avoir des disciplines herméneutiques, mais certainement pas de science herméneutique. Les critères de scientificité ne peuvent pas être réalisés par les pratiques herméneutiques. Et donc aussi cette fameuse troisième voie qui sert à celle de sciences humaines et sociales, elle est totalement... Alors j'estime que effectivement, ça c'est totalement dépassé. Alors quand je suis entré à l'école, il y avait cette idée d'une troisième voie, en particulier du côté des disciplines structurales, cette idée qu'on pouvait avoir une théoréticité forte, sans en même temps être du côté des sciences de la nature. Alors je crois que cette troisième voie, elle est dépassée, et pour des raisons fondamentales, liées au progrès des sciences. Donc on retombe sur une alternative plus traditionnelle, entre sciences de la nature et sciences de l'esprit, discipline herméneutique, etc. Alors, moi je défends la thèse que les sciences de la nature se sont tellement élargies qu'elles peuvent embrasser maintenant une grande partie des sciences humaines et des sciences sociales. Pas tout, mais une grande partie. Et donc, il y a effectivement actuellement un enjeu considérable en ce qui concerne les sciences sociales, de quel côté on va. Donc, comme je l'ai dit plusieurs fois, j'estime que c'est absolument désastreux d'aller du côté de l'herméneutique massivement. Et la possibilité d'aller du côté de sciences naturelles élargies, non seulement s'est développée, mais est en train de devenir massivement dominante, et avec des enjeux considérables, sur le plan technologique, sur le plan... Enfin, les incidences, les effets sont considérables. Il y a tout un ensemble de nouvelles technosciences, avec tout un complexe économique et industriel qui se met en place autour de ces nouvelles disciplines, et en rester à une approche herméneutique des sciences sociales, c'est aussi grave qu'en rester à Aristote il y a quelques siècles, alors que l'ensemble des pays développés de l'époque était en train de basculer du côté des sciences galiléo-newtoniennes avec toutes les retombées techniques
économique et industrielle qui allait avec.